Donc pour brièvement rappeler dans un premier temps des éléments de contexte et comment en fait on en est arrivé à cette problématique. Donc Michel Duru l'a rappelé, il y a un certain nombre de travaux scientifiques qui nous font prendre conscience qu'il y a en plus de liens entre alimentation, agriculture, environnement et santé, et que la diversification des protéines est vraiment aujourd'hui au cœur de l'ensemble de ces enjeux de santé et d'environnement. Les politiques publiques, comme l'a rappelé Michel Duru, s'approprient cette question, et donc c'est notamment le cas à l'échelle nationale, vu qu'on a une loi qui est la loi Egalim, qui est sortie l'an dernier, qui appuie l'intégration de ces enjeux de santé et d'environnement par les deux acteurs que sont les coopératives agricoles et la restauration collective. Pour les coopératives agricoles, les deux mesures phares de cette loi concernent essentiellement la séparation du conseil et de la vente des produits phytosanitaires, mais aussi du renforcement du bien-être animal qui traduisent des mobilisations sociétales de plus en plus fortes concernant ce point. Et pour la restauration collective, la mesure dont on parle le plus est celle de l'approvisionnement de 50% de produits locaux ou sous signe de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Une des mesures qui interroge aussi beaucoup est celle de l'introduction d'un repas végétarien au moins une fois par semaine et d'un plan de diversification des protéines pour les restaurants qui ont plus de 200 couverts à servir par jour. Cette question de transition, elle ne se pose pas qu'à l'échelle nationale, elle se pose aussi à des échelons donc plus locaux. Et c'est notamment le cas de la région. Donc la région a fait de l'alimentation sa grande cause depuis 2018. Et par le pacte et les actions qui traduisent sa volonté de se réapproprier cette question alimentaire, elle touche aussi les périmètres d'action des coopératives agricoles et de la restauration collective, en voulant promouvoir des exploitations agricoles durables et une restauration collective exemplaire. Donc, qui traduit effectivement cette volonté de structurer des filières durables et de qualité et de les relocaliser sur ce territoire. Une idée qui fait consensus, donc à différentes échelles, communales, intercommunales, par l'émergence de projets alimentaires territoriaux, mais dont la réalisation soulève de nombreuses interrogations pour les acteurs du terrain. L'INRA aussi s'intéresse à ces questions, donc dans le cadre du programme PSDR pour et sur le développement régional. Et donc il y a des projets de ce programme qui s'intéressent à cette question de transition, le projet Atari qu'a évoqué Michel Duru, et aussi le projet ReproInnov, donc dans lequel mon étude aussi pourrait se positionner, qui s'intéresse à la manière dont les acteurs des filières agroalimentaires se réorganisent pour répondre à ces enjeux de transition. Mon étude donc, du coup, a porté sur deux acteurs clés de ces systèmes alimentaires, les coopératives agricoles pour la production et la restauration collective pour l'alimentation. Et l'idée, c'était vraiment de voir comment ces deux acteurs majeurs pour structurer des filières durables dans un territoire pouvaient se saisir des enjeux de santé et d'environnement. Donc, en termes d'approche, j'ai mené une série d'entretiens auprès d'une diversité de responsables dans ces structures. J'ai rencontré des responsables dans 9 coopératives agricoles spécialisées en grande culture et élevage. On a choisi de se cibler sur ces spécialisations parce que c'est elles qui étaient plus susceptibles d'intégrer cette question de diversification des protéines, qui était au cœur des enjeux de santé et d'environnement. Et pour les structures de la restauration collective, on s'est attaché à avoir une diversité de structures qui agissaient à la fois dans les secteurs du scolaire, de la santé, des entreprises, en mode de gestion concédée ou autogérée, et dans le public ou le privé. Pour faciliter la discussion lors de ces entretiens, avec certains de ces responsables, j'ai utilisé une approche avec un système de cartes. Donc c'est un exercice pour en fait, aborder certains thèmes reliés aux enjeux de santé et d'environnement, et d'avoir des dimensions concernant les freins et les leviers à la mise en place d'actions pour intégrer ces enjeux de santé et d'environnement. Pour analyser ces entretiens, j'ai retenu en fait 8 leviers par type de structure, donc coopérative agricole ou restauration collective. Et ces leviers en fait, ont permis d'évaluer le niveau d'intégration de ces enjeux de santé et d'environnement selon 2 critères. Le premier critère, c'était le nombre de leviers mobilisés pour chaque structure. Donc par rapport à ces 8 structures, c'était de voir combien de leviers étaient mobilisés. Le deuxième critère qui est rentré en compte pour évaluer ce niveau d'intégration des enjeux de santé et d'environnement, c'était le degré d'engagement dans chacun de ces leviers. Donc voir à quel point le changement était profond ou pas par rapport au discours de ces responsables au niveau de chacun de ces leviers. Ce qui a donc permis en fait, de caractériser des niveaux d'intégration des enjeux de santé et d'environnement au sein de ces structures. En termes de résultats, donc nous avons pu identifier en fait, au sein des structures, que ce soit des coopératives agricoles ou des acteurs de la restauration collective,
3 niveaux d'intégration des enjeux de santé et d'environnement. La majorité intègre plutôt de manière limitée ces enjeux. On a des intégrations plutôt limitées ou modérées, c'est-à-dire que le nombre de leviers mobilisés est variable et les changements sont plutôt des changements progressifs, donc en cours. Et on a une petite minorité en fait, des structures interrogées qui intègrent très fortement ces enjeux et qui ont plus de facilité à s'en saisir. Donc 4 structures sur 18. Maintenant, pour rentrer dans le détail en fait, de ces résultats, concernant les coopératives agricoles qui ont une intégration donc, plutôt limitée de ces enjeux, ce qu'on a pu observer en, fait, en regardant le profil de ces coopératives, c'est qu'en général, ces coopératives avaient une taille plutôt moyenne, que leur spécialisation était forte dans 1 à 2 filières de production seulement. Souvent, elles ont témoigné du fait qu'elles étaient en concurrence élevée avec d'autres structures pour conseiller les adhérents des coopératives, notamment les chambres. Et elles ont aussi souvent témoigné du fait que la vente de produits phytosanitaires était encore réellement nécessaire à la viabilité économique. Pour la restauration collective, concernant donc, les structures qui avaient une intégration aussi limitée, ces structures étaient souvent en mode de gestion concédée. Et elles ont témoigné du fait que les clients avec lesquels elles devaient traiter étaient souvent difficiles à convaincre de la pertinence de changer et à intégrer et à investir dans du matériel pour transformer et intégrer ce nouvel approvisionnement et ces changements d'approvisionnement. Elles ont aussi témoigné du fait qu'il y avait beaucoup de problématiques de recrutement, donc liées à un personnel soit vieillissant, soit de moins en moins motivé en fait, à travailler dans des restaurants où il y a de nombreux couverts. Et par contre, même si c'était plutôt des structures de taille importante, elles ont témoigné du fait que le fait de mutualiser leurs achats leur permettait d'avoir accès à plus de qualitatifs, à des prix intéressants. Eh bien, il y avait des problématiques en termes d'accès au bio et local qui se posaient, vu que c'était des structures qui servaient énormément de repas. Concernant le profil des coopératives qui avaient une intégration plutôt modérée des enjeux, ce qu'on a pu remarquer, c'est que ces structures étaient vraiment avaient une capacité forte à se diversifier et à se positionner sur différentes filières de production. Elles ont souvent témoigné du fait qu'en fait, il était difficile d'engager et de massifier les changements entrepris, car il y avait toujours des systèmes actuels de culture qui étaient plus rentables pour les adhérents, donc ce qui limitait à l'intégration de ces changements. Donc, par exemple, le système de culture blé dur tournesol qui serait plus rentable dans le sud-ouest. Et ces structures étaient aussi remarquables par le fait qu'elles avaient d'importants moyens en recherche et développement pour l'innovation, justement, et par rapport à ces questions de transition. Pour les structures de la restauration collective qui avaient une intégration modérée, donc de la même manière que pour celles qui avaient une intégration limitée, souvent ces structures avaient une gestion concédée, mais cette fois-ci, les clients étaient plus exigeants par rapport aux critères de santé et d'environnement. Et dans ce cas, le contrat intégrait plus cette dimension d'enjeu et de santé et d'environnement et cadrait plus ce changement d'approvisionnement. Elles ont néanmoins souligné aussi le fait qu'il y avait encore des problématiques de recrutement et aussi témoigné du fait qu'il y avait une persistance d'utilisation de produits facilitateurs parce qu'elles étaient confrontées aussi à une importante quantité de repas à servir, donc persistante de produits surgelés ultra transformés à servir. Et de la même manière, elles fonctionnaient aussi beaucoup par la mutualisation des achats et donc de la même manière plus d'accès à des produits qualitatifs à des coûts, à des prix intéressants. Et comme les volumes étaient plus petits, il y avait moins de difficultés pour s'approvisionner. En ce qui concerne les coopératives agricoles, donc finalement qui avaient une intégration assez forte des enjeux, en termes de profil, c'était vraiment des structures qui avaient peu d'adhérents, qui étaient spécialisées fortement par rapport à ces enjeux, donc dans 1 à 2 filières qui répondaient à ces enjeux par rapport à la spécialisation en légumineuses pour l'alimentation humaine. Elles ont témoigné du fait que dans leur coopérative, il y avait une forte innovation sociale qui était démultipliée par l'engagement de collectifs d'agriculture adhérents à la coopérative, donc sous la forme par exemple de GI2E, groupement d'intérêt écologique et économique, qui travaillaient sur des problématiques en lien avec cette transition. Et ces coopératives étaient particulièrement attachées à développer un lien avec leur territoire. Pour la restauration collective, celles qui intégraient fortement ces enjeux étaient aussi des structures de très petite taille. Souvent, elles étaient rattachées au secteur du scolaire. Elles ont témoigné du fait que pour conserver le coût des matières,
elles avaient franchement diminué la part de certains produits, donc notamment de la viande et du poisson. Et souvent, ces structures, au contraire des autres structures de la restauration collective, avaient adopté un menu unique et non pas à base de multiples déclinaisons, ce qui leur permettait de faciliter aussi la gestion logistique de l'approvisionnement, car les volumes concernés étaient plus petits. Maintenant, si on essaie de s'intéresser à qu'est-ce qui a pu expliquer ces différents niveaux d'intégration qu'on a pu observer au sein de ces échantillons, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'il y a des facteurs externes qui influencent en fait les transitions, que ce soit des coopératives agricoles ou de la restauration collective qu'on a pu observer. Le premier élément sûrement moteur et commun en fait, dans le discours de tous les responsables que j'ai pu rencontrer, c'est celui de la réglementation qui est un fort moteur au changement. Donc la loi Egalim était très présente dans l'ensemble des discours de ces structures. Ça s'est traduit par le fait que les coopératives étaient en recherche forte de recherche d'alternatives aux produits phytosanitaires. Et pour les acteurs de la restauration collective, il y avait vraiment un attachement à rechercher la qualité. Or, ce que nous dit finalement la littérature et les travaux scientifiques par rapport à cette réglementation, c'est que souvent la réglementation pousse les structures à optimiser les systèmes existants, donc à les engager faiblement et pas à encourager des changements profonds. Un autre facteur externe qui est important et qui a influencé les trajectoires de ces structures est la demande. Donc on a pu le voir au niveau des coopératives agricoles parce qu'elles mobilisent de forts efforts pour développer de nouvelles filières pour répondre à ces enjeux, notamment des filières qui répondent à ces enjeux environnementaux comme celle de la démarche haute valeur environnementale ou Bleu Blanc Cœur. Et pour la restauration collective, ça s'est traduit par le fait que de nombreux responsables qu'on a pu rencontrer ont témoigné du fait qu'il y avait de plus en plus de repas végétariens qui étaient demandés par les consommateurs, et donc il y avait une adaptation aussi par rapport à cet enjeu-là. Et ça, dans la littérature scientifique, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, vu que la durabilité, comme l'expliquait Michel Duru, est réellement devenue un impératif pour l'agriculture et l'alimentation. En termes de facteurs internes, donc j'ai essayé de le souligner aussi en présentant les niveaux d'intégration. Un des facteurs majeurs qui influence ce degré d'intégration est celui de la taille des structures engagées. Ce que nous dit la littérature, c'est que souvent il y a l'existence d'une relation de type U entre taille des structures et degré d'intégration des enjeux et capacité à diffuser l'innovation. Et donc ce que nous dit cette littérature, c'est que souvent les plus petites et les plus grandes structures ont plus de facilité à se saisir de ces enjeux. Donc c'est effectivement logique, vu que les plus petites structures ont souvent plus de facilité logistique et moins d'inertie au changement, alors que les grandes structures ont souvent plus de moyens en recherche et développement et dans tout ce qui est capacité à développer des innovations. Un autre facteur qui influe aussi nos structures internes est celui de la spécialisation. Donc par exemple dans le cas de la restauration collective, ce qui a pu être mis en avant par certaines structures, c'est que le secteur de la santé était souvent très limité et difficile pour intégrer ces enjeux de santé et d'environnement. Alors que le secteur scolaire, il semblerait qu'il y ait plus de facilité finalement à obtenir l'adhésion collective au sein des structures pour intégrer ces enjeux de santé et d'environnement et pour les diffuser ensuite au niveau des consommateurs. Un autre facteur qui a pu influencer en fait, les trajectoires qu'on a pu observer, c'est celui de la présence d'un responsable engagé au sein de ces structures. Souvent, en fait, les structures interrogées ont témoigné du fait qu'il y avait vraiment une équipe ou un responsable au sein de la structure qui portait ces projets dans la durée. Finalement, pour revenir donc maintenant à la question du jour, qui est celle de diversifier les protéines, on voit au niveau, que ce soit pour les coopératives agricoles et la restauration collective, qu'il y a une intégration de l'enjeu de diversifier les protéines limitée, mais qu'elle est en cours, car les leviers qui font référence sont souvent les moins mobilisés par les structures. Et quand ces leviers sont mobilisés, ils engagent plutôt les structures dans des changements d'optimisation des systèmes existants et pas des changements radicaux de transformation. Pour les coopératives, réintroduire par exemple les légumineuses se traduit par contractualiser, car la contractualisation en fait, de ces cultures leur permet de pallier à la variabilité des rendements de ces cultures. Et pour la restauration collective, cela passe essentiellement par de la formation et de l'investissement matériel au sein des structures, car elle témoigne du fait qu'en fait, la cuisine végétarienne, elle n'est pas encore apprise dans les écoles hôtelières, et que certes, le repas végétarien peut coûter moins cher en prix, mais qu'il est plus cher en main-d'œuvre. Maintenant, en termes de perspective, pour conclure,
Donc voilà, je voulais montrer et insister sur le fait qu'au sein des structures que j'ai pu rencontrer, l'ensemble des intégrations d'enjeux de santé et d'environnement étaient différentes et que ça se traduisait par le fait qu'il y avait une diversité de facteurs internes et externes qui les influençaient. Que bien qu'encore limitée, cette transition était en cours pour l'ensemble des structures que j'ai pu voir. Et qu'il était important en fait de reconnaître au niveau de l'ensemble de ces structures, les structures pionnières, donc celles qui intègrent fortement ces enjeux, pour lesquelles l'aversion au risque est moins forte et pour qui il est plus facile d'expérimenter et de massifier ces changements à mettre en œuvre. Et qui peuvent aussi inspirer les autres dans la mise en œuvre de l'intégration de ces enjeux de santé et d'environnement. Pour ouvrir aussi sur cette question de diversification des protéines, j'aimerais mentionner un des derniers rapports d'évaluation du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation sur les impacts de la mesure Egalim concernant la qualité des approvisionnements en restauration collective, vu qu'on parlait de cette dimension économique. Ce rapport nous dit que finalement, pour l'instant, il y a peu de recul encore pour évaluer l'impact budgétaire de cette loi pour les structures de la restauration collective, qu'il y a un déficit global d'information et des difficultés à appréhender justement la diversité des acteurs de la restauration collective qui existent. Donc ils ont évalué le surcoût que pouvait avoir cet approvisionnement de 50% en produits de qualité et avec 20% de bio par une méthode d'évaluation de surcoût pour un repas. Et ils ont évalué que ce surcoût pourrait être de l'ordre de 0 à 0,42 centimes par repas et qu'il serait moins important pour les établissements scolaires, donc ce qu'on retrouve finalement dans notre échantillon, qui a eu plus de facilité à s'approprier ces enjeux. Et ce rapport nous dit aussi que ce surcoût pourrait être compensé en partie par un grammage, une diversification des protéines et un nombre de composantes mieux adaptées aux besoins des consommateurs. Donc aujourd'hui, nous on est réunis pour essentiellement parler de cette question-là, celle de la diversification des protéines, et de réfléchir ensemble à comment justement appréhender la diversité de freins et leviers liés à la diversité de structures qu'il existe, que ce soit dans les coopératives agricoles ou la restauration collective, de réfléchir en parallèle donc, des dynamiques qui ont pu s'enclencher dans la région, comme celle du projet FILEG par rapport à cette structuration d'une filière légumineuse en région Occitanie, réfléchir à comment renforcer et dynamiser l'offre agricole répondant à ces enjeux de santé, celui de la diversification des protéines donc par une augmentation des légumineuses, mais aussi une amélioration de la qualité de la viande produite en Occitanie, comment assurer l'accessibilité à cette offre tout en conservant des coûts viables économiques pour les structures, et enfin articuler ces acteurs donc de la production et de la consommation à ces échelles relocalisées. Et j'ai terminé, merci. Si vous avez des questions. Une question sur la méthode. Les gens que vous avez interviewés en général, ils sont à quel niveau dans les structures? Est-ce que vous êtes allé plutôt sur des niveaux de direction, sur des gens qui sont dans des postes opérationnels? C'était très varié. Enfin, pour les coopératives, c'était vraiment des responsables en général et des directeurs, donc à des niveaux de responsabilité assez élevés. Alors que pour la restauration collective, c'était une diversité, il y a eu des responsables et ça dépendait vraiment de la structure. Parce que des fois, il y avait des structures où justement, qui étaient tellement petites que la personne était à la fois cuisinière, diététicienne. Donc on s'est attaché à avoir justement cette diversité, mais c'est vrai que pour les coopératives, c'était des postes de responsabilité assez élevés. Et c'était pas des élus, oui, c'est important de le préciser. Du coup, comme il y a eu cet apport sur les coûts, les coûts de surcoût, pour y avoir, est-ce que tu as des détails sur qu'est-ce qu'inclut ce coût? Enfin, c'est le coût matière ou est-ce qu'éventuellement ça pouvait demander plus de préparation ou ça pouvait, il y avait d'autres dimensions de coûts qui pourraient être aussi prises en compte? Normalement, tous les coûts sont engendrés, y compris ceux de main-d'œuvre. Enfin, je crois que la méthode d'évaluation essaie d'inclure l'ensemble des coûts. J'ai fait quelques enquêtes avec Claire, donc cette question-là a parfois été abordée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une limite à l'étude, c'est qu'on a vu très peu de personnes, on a vu 9 coopératives, 9 restaurations, mais qu'on peut avoir un regard plus large au niveau français. Et dans le cadre de la responsabilité que j'ai au niveau du domaine d'innovation de transition agroécologique, je me suis intéressé à un tas de choses. Il y a des communes emblématiques, comme dans le sud-est, Montsartou, qui a pris une alimentation complètement bio, par exemple, et qui n'a pas de surcoût, parce que justement, ils jouent sur les grammages de viande. Ou sur les... Donc il y a, comme le montrent ces chiffres, d'ailleurs, c'est des variabilités considérables. Voilà, donc il n'y a pas de règle générale, mais l'expérience montre qu'il y a des leviers insoupçonnés, parfois qui ont des impacts importants en termes de positifs, en termes d'économie, d'environnement et de santé. Il n'y a pas de contradiction, comme j'ai montré entre santé et environnement, il n'y a pas de contradiction. Et pour répondre aussi à la question
il n'y a pas forcément non plus de contradiction entre nous. Il peut y avoir parfois, mais il y a des solutions gagnant-gagnant sur les trois tableaux, possiblement. Une autre petite question. Quand vous parlez des leviers, donc vous parlez de la demande et de la réglementation, vous ne parlez pas des crédits publics d'accompagnement. Une des questions quand même, c'est est-ce que ça c'est un levier qui est important, notamment pour les gens qui sont dans des marches pionnières, c'est-à-dire le fait qu'ils aient intégré, vous avez parlé de GI2E par exemple, il y a plein d'autres dispositifs. Est-ce qu'il y a un couplage en général un peu entre ces démarches d'innovation et des programmes qui vont être des soutiens à... Oui, des dispositifs mis en place par les collectivités. Oui, certainement mentionné, c'est vrai que je ne l'ai pas pris en compte en fait, quand j'ai fait mon analyse, mais ça a été mentionné en fait, lors des entretiens aussi, que justement ces dispositifs d'aide-là pouvaient fortement aider à intégrer ces enjeux, et en particulier pour la restauration collective. Je pense au dispositif Occitanie dans mon assiette par exemple. Jean Ségers, de l'Institut de l'élevage. Juste Je pense que, oui, pour le coup, j'essaie de l'aborder lors des entretiens, mais en fait, souvent, s'il y a des fournisseurs qui correspondent à des coopératives agricoles, mais il n'y avait pas vraiment de lien en fait, entre les personnes que j'ai pu voir. Mais après, je pense que vous aurez l'occasion. C'est le schéma avec le chaînage, là, donc distribution, coopérative, c'est plus. En fait, il n'y a pas que les coopératives, je pense, pour l'alimentation. Non, bien sûr. La restauration. Bien sûr. Même si c'est très bien, mais qu'il y ait des coopératives. Oui.